À la une, en Algérie, le journaliste français Christophe Glaise reste incarcéré. Sa peine de 7 ans de prison a été confirmée en appel. Un verdict qui promet de compliquer le dégel en cours entre Paris et Alger. Comment bâtir une véritable souveraineté numérique africaine alors que l'espace satellitaire mondial est désormais dominé par les États-Unis? Un enjeu de taille qu'on va évoquer dans un instant avec Alain Dolium, PDG du groupe T4H. Et puis l'humour africain a désormais son rendez-vous international et c'est au Bénin avec la première édition du Cotonou Comedy Festival. Notre correspondante a rencontré des jeunes humoristes béninois. Et merci d'avoir choisi TV5 Monde pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal Afrique. La famille de Christophe Glaise est sous le choc. C'est confirmé, le journaliste sportif a été condamné en appel à 7 ans d'emprisonnement pour apologie du terrorisme en Algérie. Les détails avec Anaïs Anquet de France 2. La sentence vient de tomber. La cour d'appel de Tizi Ouzou en Algérie a une nouvelle fois condamné le journaliste français Christophe Glaise à une peine de 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Pour son frère à Paris qui vient tout juste d'apprendre la nouvelle, le choc est immense. J'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans et c'est vrai que c'est pas simple et on avait de grands espoirs. Qu'aujourd'hui se passe bien pour notre famille. Cet espoir a été réduit à néant. La justice algérienne n'a pas été sensible aux arguments avancés par le journaliste de 36 ans. À la barre aujourd'hui, Christophe Glaise avait pourtant demandé au juge d'être clément, regrettant d'être venu en Algérie avec un simple visa touristique et non pas avec un visa de journaliste. Pour son avocat qui était sur place en Algérie, cette décision est incompréhensible. Une condamnation qui suscite l'incompréhension et qui nous plonge tous dans un état de sidération. Parce que le déroulement de l'audience ne laissait augurer en rien un tel verdict de confirmation de 7 ans. Journaliste indépendant, spécialiste du football africain, Christophe Glaise avait été arrêté en mai 2024 alors qu'il réalisait un reportage sur le club de foot de Tizi Ouzou. La justice lui reproche d'avoir échangé avec l'un des dirigeants du club, qui serait également membre d'un mouvement indépendantiste kabyle, considéré comme terroriste par les autorités algériennes. Des échanges qui ne justifient en rien cette lourde peine, selon ses soutiens. Sur quel ton il va falloir expliquer que le journalisme n'est pas un crime ? Pourquoi la justice algérienne n'arrive pas à le comprendre ? Christophe Glaise paierait-il la libération très médiatique de l'écrivain Boualem Sansal, vivement dénoncé en Algérie par certains partis politiques opposés au président Abdelmadjid Tebboune? Ce soir, le ministère français des Affaires étrangères dit regretter la décision de la justice algérienne. Autre situation inquiétante de journalistes en Guinée, cette fois, celle de Habib Marwan Camara. Il y a tout juste 1 an, le 3 décembre 2024, il était violemment kidnappé par des hommes en tenue de gendarmes et de militaires. Depuis, silence radio, ses proches et ses confrères sont toujours sans nouvelles de lui. Au Cameroun, la polémique ne retombe pas après la mort d'Anissé Ekané, figure de l'opposition décédée ce lundi en détention. Alors que les autorités militaires ont annoncé une autopsie pour ce mercredi, la famille et ses avocats dénoncent une procédure précipitée, non concertée et juridiquement contestable. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Aboubacar Dewa. Selon un communiqué du commissaire du gouvernement, l'examen médico-légal devait se tenir ce mercredi à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, avec l'objectif affiché de garantir régularité et transparence. Les autorités invitaient la famille à désigner des représentants pour y assister. Mais la famille et ses avocats rejettent cette autopsie. Ils dénoncent une démarche unilatérale menée par les mêmes services qui avaient la responsabilité de sa détention. Mardi déjà, l'autopsie programmée avait été suspendue à leur demande afin de permettre la présence d'un médecin indépendant, une condition qu'ils estiment ignorée. Le collectif d'avocats parle désormais de perquisition forcée du corps et souligne qu'aucune décision de justice ne justifie la tenue d'un tel acte.
Contacté par nos soins, Maître Emmanuel Sim affirme n'avoir reçu aucune notification officielle confirmant si l'autopsie a finalement eu lieu ce mercredi. Les avocats exigent une expertise contradictoire et indépendante pour établir les causes exactes du décès. Le gouvernement, pour l'heure, ne s'est pas exprimé sur la tenue ou non de cette autopsie ni sur d'éventuels résultats. Anissé Ekane avait été arrêté le 24 octobre à Douala. Il est mort lundi en détention au secrétariat d'État à la Défense. Les autorités affirment qu'une enquête a été ouverte. Un directeur de prison libyen accusé d'avoir supervisé des meurtres, des viols et des actes de torture sur des détenus comparé devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Khaled Mohamed Ali El Ishri est accusé de 6 chefs d'accusation perpétrés entre février 2015 et début 2020. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a défendu un usage proportionné de la force contre des manifestants anti-pouvoir fin octobre et début novembre. Plus de 1000 manifestants hostiles au pouvoir ont été tués des jours durant par les forces de sécurité, selon l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme. La présidente tanzanienne a aussi critiqué les députés européens qui, le 27 novembre dernier, ont appelé l'UE à suspendre son aide au pays. Ils se prennent toujours pour nos maîtres, pour nos colonisateurs, simplement parce qu'ils nous donnent un peu d'argent sous forme d'aide. Devions-nous simplement regarder cette foule de manifestants prêts à renverser le gouvernement jusqu'à ce qu'ils y parviennent? Serait-ce encore un État fonctionnel? Ce n'est pas ainsi qu'un État fonctionne. Il est déjà connu pour ses propos insultants envers des pays africains. Donald Trump a récidivé. Le président américain qualifie les Somaliens de déchets et d'ajouter qu'ils retournent d'où ils viennent. On l'écoute. Je vais être honnête avec vous, d'accord? Quelqu'un a dit « Oh, ce n'est pas politiquement correct ». Je m'en fiche, je ne veux pas d'eux dans notre pays. Leur pays n'est pas bon pour une raison, leur pays est pourri. Et nous ne voulons pas d'eux dans notre pays. Je pourrais dire la même chose d'autres pays. Je peux le dire d'autres pays aussi. Nous ne voulons pas d'eux, bon sang, nous devons reconstruire notre pays. Des Somaliens qui se retrouvent par ailleurs au Yémen dans des maisons de fortune privées d'eau courante et d'électricité ou directement dans la rue, au cœur d'un petit Mogadiscio rongé par la pauvreté. Ils espèrent trouver du travail à Aden, se retrouvant plongés dans la misère. Beaucoup préfèrent rentrer en Somalie. Le récit de Nicolas Georges. Pour des milliers de Somaliens, le Yémen représentait le rêve d'une vie meilleure. La porte d'entrée tant espérée aux riches monarchies du Golfe voisines. Avec la perspective de trouver un emploi et de gagner correctement sa vie. Mais rapidement, sur place, c'est la désillusion. En raison du strict contrôle des frontières, beaucoup se retrouvent coincés au Yémen. Les emplois et les logements y sont rares, le quotidien difficile. Pour survivre, il faut enchaîner les petits boulots, mal payés. Pour beaucoup, impossible dans ces conditions d'imaginer rester au Yémen. Nous souffrons d'un manque d'argent et n'avons pas assez de revenus. Certains jours, nous mangeons et d'autres jours, nous restons affamés. Je vais retourner dans mon pays, la Somalie, pour économiser de l'argent et offrir une vie meilleure à mes enfants. Au moins, je pourrai acheter des chaussures et des vêtements pour eux et ma femme. Un sentiment partagé par Ahmed, lui qui rêvait aussi d'une vie meilleure en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, mais qui se retrouve coincé, sans perspective, au Yémen. La vie est difficile et ce n'est plus ce qu'elle était. C'est pourquoi j'envisage de rentrer, car mes frères en Somalie sont ensemble et travaillent dans l'agriculture. Si j'arrive à réunir l'argent nécessaire, je rentrerai probablement. Pour leur venir en aide, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a mis en place un programme pour faciliter leur retour en Somalie. De nombreux réfugiés souhaitent rentrer chez eux mais n'en ont pas les moyens, que ce soit en passant par des passeurs ou en achetant un billet retour. C'est pourquoi le projet de retour volontaire a commencé par fournir des billets ou des moyens de transport du Yémen vers la Somalie. En plus de leur offrir le voyage gratuit, nous donnons 250 $ à chaque réfugié pour les aider à démarrer leur nouvelle vie dans leur pays d'origine dès leur arrivée. Un programme qui semble porter ses fruits. En 2025, l'ONU a déjà rapatrié par avion plus de 500 réfugiés somaliens vers leur pays d'origine. Et 3 autres vols sont prévus d'ici la fin de l'année.
Et puis cette déclaration du pape Léon XIV a dit vouloir se rendre en Algérie en 2026 dans le cadre d'un voyage en Afrique. C'était lors d'une conférence de presse à bord de l'avion papal. Je vous propose de l'écouter. J'espère faire un voyage en Afrique. Ce sera peut-être le prochain. À confirmer l'Afrique. Personnellement, j'espère aller en Algérie pour visiter les lieux qui ont marqué la vie de Saint-Augustin, mais aussi pour poursuivre le dialogue et créer des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman. L'heure est-elle venue pour l'Afrique de trouver sa souveraineté numérique? On en parle avec Alain Delium. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez T4H, Technology for Humanity, porteur depuis plus de 20 ans de projets numériques à fort impact social, notamment en Afrique. Alors on va commencer par ces chiffres. Regardez, en 2024, les États-Unis ont lancé plus de 2200 satellites, dont 70% via SpaceX, tandis que l'Afrique n'en a mis en orbite que 6 au total. Alain Delium, vous parlez de souveraineté numérique africaine, mais comment l'Afrique peut-elle bâtir une souveraineté crédible quand l'espace est dominé par des acteurs américains privés? Alors c'est vrai que quand on regarde ces données, ces chiffres, ils font un peu peur puisque l'Afrique semble assez faible sur son expansion satellitaire. Maintenant, un acteur comme SpaceX est en train de dynamiser si je puis dire, les chiffres des Américains, mais d'une manière générale, la mise sur orbite de satellites n'est pas le point de départ de la construction de la souveraineté numérique. Le point de départ de cette construction de la souveraineté numérique, c'est tout simplement de se dire qu'est-ce que veut le continent? Est-ce que le continent veut collecter ces données, protéger ces données et exploiter ces données? Ça, c'est le point de départ. S'agissant de l'approche satellitaire, il y a aussi des voies de passage. Des voies de passage si le continent et les pays du continent ne raisonnent pas de manière nationale, mais raisonnent de manière collégiale, de manière régionale, pour pouvoir mener à bien des projets satellitaires qui, eux, ne peuvent faire du bien à la souveraineté numérique africaine que si et seulement si ils sont adossés à un système de collecte et d'exploitation des données qui soit fait sur le sol africain. Alors justement, avant de poursuivre, cet autre chiffre aujourd'hui, sur les 13 000 satellites en orbite, les États-Unis en contrôlent près des 2/3. L'Afrique, elle, représente moins de 1% de cette présence spatiale. Concrètement, qu'est-ce que l'Afrique risque aujourd'hui en restant dépendante d'infrastructures et de données, comme vous le dites, contrôlées par des acteurs étrangers? Le risque, il est majeur. Ça veut dire quoi pour le continent africain et les pays qui le composent? Ça veut dire tout simplement être aux abonnés absents quant à sa gouvernance et quant à sa stratégie de développement. Pourquoi? Parce que vous ne détenez pas l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit se dire que ne pas avoir ces données financières, ces données économiques telles que celles qui sont relatives aux douanes, ou alors ces données d'éducation, ou alors ces données de santé, eh bien ça veut dire ni plus ni moins que vous ne vous donnez pas les moyens de pouvoir contrôler votre développement parce que vous ne disposez pas de ces informations. Si on revient à la dimension satellitaire, je réitère, c'est-à-dire que cette dimension satellitaire, il est possible pour le continent africain de la préempter avec une approche régionale, mais toujours est-il qu'il faut que cette approche régionale soit adaptée aux besoins de l'Afrique, c'est-à-dire observation, génération de données dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, par exemple. Alors, on l'a vu, en quelques années, seuls 6 satellites africains ont été lancés. Rwanda, Sénégal, Djibouti, Zimbabwe, Maroc. Est-ce que les stratégies nationales suffisent ou faut-il envisager un projet continental pour faire face aux blocs américains, chinois, européens, russes ? Alors ça, c'est une question qui est de la première importance. On l'a bien noté aujourd'hui que l'ensemble des pays de la planète, et notamment les pays occidentaux, ou en tout cas se trouvant au nord, étaient en train d'investir massivement, ne serait-ce que sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a les États-Unis qui, à travers les GAFAM, ce fameux regroupement des acteurs, des grands acteurs de la tech américaine, ou les acteurs de la tech chinoise, qui sont importants, on ne peut pas rivaliser avec eux de cette manière-là aussi facilement. La seule voie de passage,
là aussi, c'est d'avoir finalement un système de coopération régionale, un système de coopération même continentale. Ce système de coopération peut aujourd'hui être le fruit à la fois d'une vision unifiée s'agissant des standards d'un cloud souverain, de pouvoir unifier également les infrastructures, de pouvoir unifier également les questions de cybersécurité et d'une manière générale de pouvoir construire un marché digital africain unique. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité des données africaines est hébergée hors du continent. Selon vous, que devrait être la priorité ? Aujourd'hui, la priorité en matière de construction de ce modèle, c'est de pouvoir se dire, point de départ, voilà, on fabrique, on investit, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui investissent massivement sur des data centers. La question qui convient de se poser, c'est est-ce que ces data centers sont accompagnés d'expertise pour pouvoir traiter la donnée? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous venez de construire une cathédrale qui est vide. Deuxième point, est-ce que le cloud en tant que tel, est-ce qu'il est accompagné également de ces structures d'hébergement souveraines? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez du cloud, mais vous continuez à héberger, donc à exploiter vos data à l'extérieur. Autre élément lié à cette souveraineté numérique, l'éducation numérique. Vous pouvez avoir tous les talents, et Dieu seul sait, mais pas simplement Dieu le sait. Les talents en Afrique, s'agissant de la question numérique, c'est incroyable. Moi, mon métier, c'est de me promener dans tout le continent, de travailler avec beaucoup d'États, de travailler aussi avec les talents de ce continent. Ils sont nombreux, mais pas forcément formés sur une base d'outils numériques souverains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous formez vos talents pour l'extérieur. Justement, vous défendez un modèle de citoyenneté numérique. Comment un outil technologique made in Africa, en l'occurrence, peut-il réellement transformer l'accès, comme vous le dites, à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à l'inclusion financière aussi? La question du numérique citoyen, finalement, on pourrait l'inscrire également dans on pourrait la dénommer de la manière suivante, Tech for Good et même IA for Good. Donc, pas simplement de la tech et de l'IA pour des aspects qui sont liés à des aspects ludiques, voilà, pour le bien, pour le progrès social, mais véritablement pour le progrès social. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde effectivement le continent africain, qui par exemple, l'inclusion financière a connu un essor sans précédent grâce à un modèle mobile, eh bien on voit bien que cette tech-là, qui a favorisé l'inclusion financière à travers le téléphone mobile, il faut pouvoir l'amplifier. Il faut pouvoir l'amplifier autour de 3 pôles. Premier pôle, acquérir une expertise à minima d'assemblage, pour ne pas dire à terme de conception d'un ordinateur ou d'un téléphone portable qui soit made in africain. Deuxième élément, deuxième composante de cet écosystème, pouvoir effectivement fabriquer des services qui sont des services facilement accessibles avec son téléphone portable. Et là, on parle de quoi? Services de santé, services éducatifs, services d'inclusion financière, accès à un logement. Et troisième élément de cette composante, après avoir parlé à la fois de ce qu'on appelle prosaïquement le device, que ce soit l'ordinateur, le téléphone portable ou les services en tant que tels, eh bien la data. C'est-à-dire que de faire en sorte que tous ces services qui sont utilisés et qui génèrent beaucoup d'informations soient une information qui soit stockée, protégée, exploitée par les talents de cet écosystème pour enrichir les politiques publiques et faire en sorte que ces politiques publiques soient plus alignées avec les besoins des populations. Et avoir le contrôle de sa data, est-ce un vecteur de paix également? Je pense par exemple à l'est de la RDC. Oui, tout à fait, c'est un vecteur de paix. Pourquoi? En tout cas, c'est un vecteur de paix à partir du moment où il y a une volonté politique. Puisque d'une manière générale, pour fabriquer cet écosystème qui assure la souveraineté numérique des pays du continent, et donc de revisiter les termes de coopération, les termes de l'échange entre les pays du Nord et les pays du Sud, l'Afrique étant au centre de cette notion qu'est le Sud global, eh bien, lorsque vous dites le numérique peut être un vecteur de paix, ça veut dire que vous avez la possibilité, par exemple, avec des plateformes aujourd'hui, quand elles sont bien utilisées, d'anticiper j'allais dire du bruit négatif, mais plus que du bruit négatif, d'anticiper des entreprises de déstabilisation. Je vous donne un exemple. On n'est plus sur le continent africain, on est sur le continent européen et on est en terre hexagonale. Quand vous voyez aujourd'hui ce que mène la Russie en matière de guerre hybride et en matière d'invasion des réseaux sociaux pour pouvoir colporter des choses qui ne correspondent pas à la réalité, mais qui ont pour ambition de diviser le pays, eh bien vous avez là l'exemple parfait qui montre que, à rebours,
la tech peut servir, la data peut servir à un élément de paix, si je puis dire, à favoriser la paix. Et on voit aussi que quand c'est mal utilisé, ça favorise la discorde. Alors on sait que les États africains sont confrontés à une pression budgétaire très forte. Comment financer cette souveraineté numérique sans tomber dans une logique de dette ou de dépendance à de nouveaux partenaires? Tout à fait. Il nous reste quelques secondes. Oui, alors en quelques secondes, vous savez, la vraie question, s'agissant de cela, c'est de se dire, mais pourquoi, quelle est la chose que l'on perd lorsque l'on n'investit pas avec une volonté politique sur ce sujet-là? Aujourd'hui, vous avez des instruments tels que des PPP, des partenariats publics-privés. Vous avez aussi la possibilité, et je vais m'arrêter là compte tenu du fait qu'il y a le temps qui passe, mais vous avez la possibilité, quand vous regardez la jeunesse africaine, c'est plus de 32%, 33% de la jeunesse mondiale. Elle consomme ardemment les réseaux sociaux de plateformes américaines. Eh bien, on pourrait aussi taxer ces plateformes américaines également en Afrique. Pourquoi? Parce qu'une partie de leur capitalisation boursière et de leur fortune, elle est faite à partir des jeunesses africaines. Alain Deliomme, merci. Je rappelle que vous êtes le PDG de T4H. Le Bénin veut devenir une terre forte du rire en Afrique. Plusieurs humoristes ont déjà brillé à l'international en remportant Mon Premier Montreux Afrique en 2022 et 2023, mais la filière reste en pleine structuration. Cotonou accueille depuis ce lundi et jusqu'au 6 décembre la première édition du Cotonou Comedy Festival avec des artistes venus de plusieurs pays. Reportage sur place de notre correspondante Cynthia Aigron. En 2023, Kadi remporte la finale de Mon Premier Montreux Afrique. Il joue ensuite à Lausanne. De retour au Bénin, elle constate le rayonnement de ce concours. Quand j'ai gagné, forcément, les gens se sont dit on a du talent. Il faut juste qu'on travaille, qu'on soit régulier et tout. Donc, beaucoup d'artistes ont commencé par créer des comédie clubs, par-ci, par-là. Même si ce n'était pas régulier, il y avait un peu plus. Et il y a ce qui m'a, moi, vraiment fait plaisir, c'est qu'il y a des femmes qui ont commencé véritablement à s'intéresser à la chose. 1 à 2 fois par semaine, plusieurs humoristes se retrouvent pour s'entraîner et s'entraider sur l'écriture de leurs sketchs. Comme ils n'ont pas de salle, ils se réunissent le plus souvent dans des lieux publics ou sur le campus universitaire. J'ai un comédie club qui s'appelle Chapelle. On a fait 2-3 éditions, mais actuellement, on a dû faire une pause parce que ça ne marche pas vraiment. Il faut payer les cadreurs, le graphiste, il faut payer la salle, le matos, les humoristes qui ont joué aussi. Donc, en gros, tu ne peux pas investir dans quelque chose qui ne te rapporte rien. Et je dirais que ce n'est pas entièrement dans la culture des Béninois parce qu'on n'est pas habitué à sortir pour suivre un spectacle. D'abord, tu vas voir les gens, tu leur dis, il y a un spectacle. Ils te disent, ah, un spectacle, c'est à combien? Ils disent 2000. 2000 pour rigoler? Alors, comment je peux payer de l'argent pour rigoler? Depuis 2016, le gouvernement a injecté 2 milliards d'euros dans le tourisme, la culture et les arts. La création du Cotonou Comedy Festival s'inscrit dans cette stratégie à travers une convention signée entre l'Agence de développement des arts et de la culture et le groupe Joke Nation. À la sortie de ce festival, après une semaine de rencontres, de discussions, d'états généraux, de masterclass, de galas aussi, j'aimerais que les gens me disent qu'il y avait un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une espèce, c'est un moment charnière où on se rend compte qu'il y a un point de bascule qui s'est opéré, où voilà, maintenant ça y est, l'humour africain a son rendez-vous international, c'est à Cotonou. Le Cotonou Comedy Festival a ouvert ses portes depuis ce lundi. La soirée d'ouverture est prévue pour ce jeudi 4 décembre avec des artistes humoristes africains, mais également internationaux francophones. Direction l'ouest de la Libye, à Zliten, où se déroule le festival d'équitation folklorique, 2e édition. Le festival permet notamment de rappeler que la sellerie traditionnelle est menacée. Timothée Marouzé. Des chevaux ornés d'une armure traditionnelle en tissu et en argent, des cavaliers vêtus de tenues ancestrales libyennes, autant de traditions vieilles d'environ 800 ans célébrées à l'occasion du festival d'équitation folklorique de Zliten, ville côtière à environ 150 km à l'est de Tripoli, des traditions qui font la fierté d'Ali Daou, participant pour la seconde fois au festival. En Libye, on considère que la sellerie est un artisanat traditionnel. Ce type de sellerie ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Libye. Cela fait partie du patrimoine populaire.
Pendant 2 jours, les démonstrations et les courses de chevaux se succèdent face à une foule de curieux. Pour les cavaliers, uniforme traditionnel blanc et noir obligatoire. L'occasion de renforcer l'identité culturelle libyenne, mise à mal par l'instabilité politique en cours, et d'adresser un message au reste du monde. Ce festival n'est pas seulement une célébration, mais un message adressé au monde entier. Nous restons attachés à nos valeurs, nos principes, notre patrimoine et notre identité libyenne que nous chérissons et préservons. Un patrimoine toutefois en danger, les maîtres celliers capables de perpétuer cet art ancestral se font de plus en plus rares. Pour les trouver, il faut se rendre dans la capitale Tripoli. On ne trouve plus que quelques familles en Libye qui pratiquent encore cet artisanat. On peut les compter sur les doigts d'une main. Quant aux techniques de travail de l'argent et de la soie, elles sont pratiquement tombées en désuétude. Nous, la famille Swaidan, nous sommes la dernière famille à coudre à la main l'argent. Nous restons attachés à ce style, mais je pense que la couture de l'argent est pratiquement morte. L'attrait des Libyens pour leur patrimoine, lui, n'est pas mort. La participation de pays voisins comme la Tunisie ou l'Algérie témoigne de l'importance et du rayonnement régional du festival. À la fin de ce journal, demain, retrouvez Namouri Dosso. À bientôt.